Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Club. Dernier rendez-vous avant le coup d'envoi de la CAN ce vendredi au Caire avec le match d'ouverture bien entendu entre les Pharaons et le Zimbabwe. L'occasion de revenir sur la préparation des hommes d'Hervé Renard à ce grand rendez-vous, de parler de leur chance dans la compétition, de leur préparation aussi, de faire la lumière sur les forces en présence, bref, de vous présenter cette 32e édition de la CAN dont on attend l'ouverture avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'inquiétude, diront certains. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir Jalel. Reda Lali, bonsoir. Salut Jalel, salut à vous. Je vous trouve, franchement, je vous trouve bien élégant pour une émission sportive. L'été en plus, je trouve qu'il y a du laisser-aller. Au niveau du dress code, on est en plein été, vous êtes habillés franchement comme de vieux consultants sportifs. On reviendra en polo la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est le point d'inflexion. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Tout va changer. Tout va aller de travers. Short, débardeur, sandales. Short, c'est pas grave, on va pas le voir. Les amis, on va évoquer bien entendu cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe du Maroc est arrivée hier soir au Caire. Et avec nous depuis le Caire, l'un de nos envoyés spéciaux, Fouad El-Hannaoui. Fouad, bonsoir Fouad. On entre véritablement maintenant dans le vif du sujet. Les Lions de l'Atlas sont sur place. Bonsoir Jalal, bonsoir à tes invités et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Eh bien, les choses sérieuses ont commencé pour la sélection marocaine qui s'apprête à prendre part à cette compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations chez les Pharaons. Une compétition qui débutera, comme vous le savez, vendredi prochain. La sélection marocaine qui est arrivée hier soir à l'aéroport du Caire, un petit peu tardivement, pas moins de 4 heures de retard pour l'arrivée de la sélection marocaine qui était prévue à 18h. Eh bien, l'avion n'a atterri que vers le coup de 21h30. La sélection marocaine qui a trouvé à l'accueil pas moins de 300 supporters, que ce soit des Marocains qui résident ici en Égypte ou de quelques supporters marocains qui ont fait le déplacement, surtout à partir de quelques pays européens. L'équipe marocaine à laquelle on a réservé un accueil des plus chaleureux. Tout le monde a été surpris par cette ferveur de ce public marocain qui est venu à l'aéroport du Caire pour applaudir les poulains d'Hervé Renard et soutenir cette équipe marocaine dans cette compétition africaine, dans cette nouvelle aventure en Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, tout le monde semble confiant dans la capacité de cette équipe à aller le plus loin possible dans cette compétition, dans cette CAN égyptienne. Et la possibilité de pouvoir rivaliser avec les grandes nations du continent. Fouad El-Hannaoui, l'un de nos envoyés spéciaux. Restez avec nous Fouad, on va revenir avec vous sur l'ambiance générale au Caire avant le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est toujours un moment important quand on arrive en tout cas sur le sol du pays qui abrite une compétition comme la CAN. On sent, comme on le dit en bas de l'écran, on est dans le vif du sujet. Ah oui, mais surtout en Égypte, le pays va vibrer, en particulier pour ses pharaons. C'est quand même le gros favori de la compétition et ils ont légitimement des droit de rêver au titre, ce ne serait pas la première fois. Et donc le pays doit transpirer de passion pour cette compétition. Et évidemment, c'est un grand moment. Parce que le problème des préparations, c'est que c'est long, les joueurs sont enfermés, il se passe ça crée beaucoup de problèmes, l'enfermement et l'attente et le stress. Enfermés là aussi. Hein. Non, mais c'est pas pareil, il y a des matchs. Ouais. On y est, on est dedans. D'ailleurs, quand tu regardes des reportages qui sont faits souvent sur les sélections européennes qui sont en préparation d'avant-compétition, tu as l'impression qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est que ça démarre. Ouais. Et d'arrêter de se poser des questions et d'être dans le vif du sujet. Voilà, donc maintenant c'est parti. Bon, je pense que la préparation des Lions a été, n'a pas été rassurante. Je pense qu'on y reviendra. Il y a beaucoup de doutes, on a tous des doutes dans la tête. Bah, je pense qu'eux, ils ont envie de nous enlever de la tête et nous, on ne demande pas mieux. Mais on est dans ce moment-là d'attente et de doute. Voilà, attente et de doute et attente que ça démarre. C'est un peu le syndrome du bac aussi. L'espoir, merci. Espoir, attente et doute. Ouais.
Bah oui, il va attendre que ça démarre déjà pour lever toutes les ambiguïtés ou du moins tous les questionnements qu'on peut avoir autour de cette équipe nationale. D'après ce que j'ai vu, on arrive bien en retard, mais je pense qu'il vaut mieux arriver à temps. Ouais. Le jour de match, c'est le plus important. Mais oui, je pense que Reda a tout dit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine tension qui entoure toutes les équipes, notamment au niveau de la préparation, le niveau du vivre ensemble. C'est pas évident. Dans un vase clos comme ça, il y a un groupe de 30 ou 40 personnes. Et une fois que la compétition est lancée, bon, ça reste des banalités, mais c'est vrai aujourd'hui. Ça reste des banalités, mais moi, ça me fait rire des fois, parce que souvent, c'est la chose que, même en Europe, j'ai vu un documentaire dernièrement sur la préparation de l'équipe de France. Ouais, les gens, ils vont rester ensemble pendant un mois, mais ça va. Rester un mois dans des conditions exceptionnelles, à faire le plus beau métier du monde et à s'entraîner avec des copains, c'est pas la chose. Franchement, c'est pas la mine. C'est le plus beau métier du monde, oui, dans l'absolu. C'est pas la mine, mais après, quand tu demandes aux footballeurs, en particulier en fin de carrière, qu'est-ce qui précipite la décision d'arrêter, de raccrocher les crampons? C'est en général ces moments-là. Voilà. D'ailleurs, tu remarqueras que les gens qui vont en Angleterre n'ont pas beaucoup de mise au vert, en tout cas au niveau des clubs, et ça les soulage beaucoup par rapport à leur vie de famille. Bon, quand tu as 20-25 ans, il peut y avoir une ambiance de colonie de vacances. Bon, quand tu te retrouves à t'entraîner 4 heures et il reste 20 heures avec très peu de loisirs arrête, Reda, autorisés. Tu vas me faire pleurer là. Non, franchement, là, tu vas me faire pleurer. Ça va, c'est des milliardaires en short qui sont dans les meilleures conditions du monde, qui pratiquent un football, leur boulot c'est de jouer. Honnêtement, je pensais véritablement que ce discours était éculé et qu'on l'entendrait plus depuis quelques années déjà. C'est des milliardaires, ils n'ont pas à se plaindre, mais c'est pas vrai. Non, je dis pas qu'ils n'ont pas à se plaindre, mais en tout cas, ils n'ont pas à se plaindre d'être d'être ensemble pendant 20 jours pour jouer au football. Non, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Quand tu prends ta femme et tes gamins, que tu pars pendant 20 jours, parfois tu veux rentrer chez toi à la maison déjà et aller faire autre chose. Mais ça va, la femme et les gamins, ils sont là des fois. Souvent, ils sont là. Non, mais sérieusement, quand tu es 30 galants, c'est bien sûr que c'est pas évident. D'où vient le problème? Attends, mais on va rentrer dans le vif du sujet. D'où vient le problème? Le problème, il vient d'où? Il vient pas de ceux qui jouent au foot. Il vient de ceux qui ne jouent pas au foot. Voilà. Il vient du bonhomme et qui est le troisième gardien, qui tourne en rond, qui n'a pas le droit de sortir, qui a 2 heures pour aller faire des courses après le lendemain du match, qui tourne en rond, qui n'est pas forcément. Bon, il y a des grandes disparités culturelles dans cette équipe, pas forcément d'amis. Voilà, il est là le problème. C'est ce genre de profil qui crée. C'est pour ça que la fabrication du groupe est très importante. Et Deschamps avait dit une phrase qui résumait bien ça. Il disait: je ne prends pas le 3e meilleur gardien de France, je prends le meilleur 3e gardien de France. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un. Et il dit toujours, d'ailleurs, il le dit: j'ai pas pris les 23 meilleurs joueurs. Voilà. Et je te mets au défi, toi, je te mets au défi de passer un mois sans activité professionnelle, à regarder les autres l'exercer en attendant que quelqu'un se blesse ou qu'on ait besoin de toi. Reda, tempérant un peu le débat. Sans activité professionnelle, ils s'entraînent et on ne les empêche pas de s'entraîner à ce que je sache. Tout à fait. Sauf qu'un joueur de foot, un compétiteur, et ils ont un haut niveau, c'est des internationaux, ces gens ont envie de jouer. Et c'est naturel. Et ce serait même douteux et louche qu'il n'ait pas cette envie. Comment tu canalises cette envie par rapport aux besoins de l'équipe? Certains un peu moins. D'ailleurs, on avait un entraîneur passé par le FUS qui avait fait un mois en équipe nationale. Troussier, qui avait très bien mission aussi. Il avait très bien théorisé. Il te dit: moi, aujourd'hui, sur une compétition, sur un groupe de 23, il n'y en a véritablement que 15 ou 16 qui vont jouer. C'est les 11 sur le terrain, les 4 remplaçants qu'on connaît en général. Après, sur les 16, Hadouma, effectivement, c'est peut-être les meilleurs qu'il faut prendre. Après, tu en restes 7. Et dans les 7, effectivement, tu en as 2 ou 3 qui doivent se positionner comme étant des réservistes potentiels. Et pour finir les 23, c'est les 4 ou 5 qui ne vont pas m'embêter, qui vont ambiancer, qui vont faire en sorte que tout se passe bien. Parce que les 4-5 peuvent tout pourrir, effectivement, tout le travail des 17 qui, eux, vont véritablement jouer. Donc, et là, on revient effectivement au fait de faire cohabiter ces 4-5 parmi les 7 ou 18, des 17 ou 18 qui vont jouer pendant un mois. Et c'est là où est-ce qu'elle est là. C'est pour ça que ce qui m'angoisse sur ces moments-là, j'aimerais bien qu'on leur enlève leur téléphone. Ou alors qu'on surtout les nôtres, en fait. On parle des nôtres. Qu'on les laisse appeler leur famille ou leurs amis, mais qui lèvent le pied un peu sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'ils nous ont envoyé pendant la préparation, c'est catastrophique. Vraiment, je le dis au premier degré. Ils ne voyaient aucun. C'était catastrophique de se retrouver avec une production collective. Lamentable. Alors parlons justement de la préparation. Merci beaucoup Reda. Et avant de parler de l'œuvre des joueurs sur les réseaux sociaux, parlons un petit peu de leurs prestations sur le rectangle vert. 2 matchs, 2 défaites, 1-0 face à la Gambie, 3-2 face à la Zambie et surtout une ambiance un peu, on va dire, électrique, pas... Bon, je ne veux pas utiliser le mot. Donc,
ambiance qui n'aide pas un peu à l'union de ce groupe, l'affaire Alhamdoulilah. Et on va y revenir dans la seconde partie. Mais juste au niveau, en tout cas de la prestation footballistique, ça a été laborieux, inquiétant. Est-ce que cette préparation chaotique, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Est-ce qu'on risque de voir autre chose en Égypte que ce qu'on a vu à Marrakech? Non, déjà, avant de rentrer avant de te répondre, je vais te répondre. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu décomplexé par rapport au discours qu'on peut avoir sur l'équipe nationale. Oui. J'ai l'impression que quand on parle d'équipe nationale, on a peur. Des choses catastrophiques nous arrivent, des joueurs claquent la porte, des défaites s'accumulent, des vidéos sortent, une sale ambiance transparaît de tout ce qu'on sait. Et nous, on est là, on a peur de passer pour des gens qui critiquent avant le match. Non. Bah, moi, il faut être tranquille, on parle de quelque chose qu'on voit. Voilà, tous les pays font ça, il n'y a pas de raison d'avoir une autre attitude. On est là pour donner. Et d'interdire le débat, parce voilà. que des fois, on dit, il y a un débat. on est à quelques jours de la Coupe d'Afrique, c'est le moment, c'est pas le moment de tchèchouich et tout ça. Mais il faut arrêter avec ça. On parle d'un jeu, on parle de football, ça n'a rien à voir ni avec le patriotisme, ni avec quoi que ce soit. On peut rappeler qu'il y a une équipe européenne qui a gagné 1 euro en n'ayant fait aucune préparation, en n'ayant perdu aucun match parce qu'elle n'en a pas joué juste avant. Elle a été invitée au dernier moment. Elle s'appelle le Danemark. Par contre, il y avait une bonne ambiance. Oui, effectivement, ça n'a pas la bonne ambiance, effectivement. Le barbecue et compagnie. Parce que juste avant, ils étaient à la plage. Et quand on les a convoqués, ils sont venus à la famille avec leur barbecue. Et ils sont venus avec sans leur femmes et enfants. Avec femmes et enfants et sans leur capitaine, qui ne voulait pas annuler ses vacances, qui était en l'occurrence. Merci pour la leçon d'histoire. Qui était Michael Laudrup. Pardon? C'était Laudrup. Laudrup, pas le grand, Michael le petit Laudrup. Et c'est là où le petit Brian a pris. Les matchs amicaux, pour rester sur les matchs amicaux et sans rentrer on va parler de l'affaire Hamdallah après, ils ont posé le doigt sur un doute qu'on avait, enfin ils ont confirmé une angoisse qu'on avait, qui était l'état de forme de l'effectif, soit un état de forme technique ou physique. Bon, ça on en a parlé toute l'année, un effectif un peu vieillissant qui joue dans un championnat... en tout cas pour les cadres, la colonne vertébrale dépréciée, parce que voilà, et on a vu ce qu'on avait peur de voir, c'est-à-dire défensivement ça marche pas, il y a 4 buts en 2 matchs, des petites tensions, un jeu offensif un peu poussif. Bon, maintenant, est-ce que ça condamne à l'échec? Non. Est-ce que ça peut s'améliorer? Évidemment. Mais si on parle de ce qu'on a vu, oui, on peut un peu être inquiet. Voilà, ça a douché un peu nos enthousiasmes. Et on attend une vraie, quelque chose qui soit différent de ce qu'on a vu contre la Zambie. Une vraie réaction. En tout cas, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Je posais aussi la question avant de donner la parole à Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain. Hervé, lui dit tout simplement que c'est vrai que c'est important les matchs amicaux, mais il ne faut pas leur donner en tout cas une interprétation plus importante que ce que est véritablement un match amical. C'est un match où on teste des choses. Hervé Penaud. Méfions-nous quand même très largement de ces matchs amicaux. Je sais qu'Hervé Renard, je le disais la semaine dernière, mais il a toujours pris ces matchs vraiment comme de la préparation. Il ne s'est jamais tellement attardé là-dessus. Alors attention, le connaissant, quelques remises en cause sont certainement à attendre. Il va resserrer quelques boulons. On a entendu qu'il y avait des petits bruits, de petites choses qui se passaient dans le rassemblement. Mais lui, il va gérer ça. Il sait faire, il l'a montré, il l'a prouvé. Avec la Côte d'Ivoire, de la même manière, quand il gagne la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de gens avaient dit sortir des matchs amicaux, oh là, mais où va cette équipe? Qu'est-ce qui va se passer? Au final, elle avait remporté l'épreuve. Il a déjà prouvé suffisamment qu'il savait exactement comment gérer ce genre de compétition. Il l'a quand même remporté 2 fois. Maintenant, il va falloir que les joueurs d'attaque soient plus efficaces. Il va falloir gagner dans ce dernier geste, dans cette dernière passe, ce qui, pour l'instant, est un petit peu le problème. On a vu aussi que défensivement, il y a eu des absences, mais je pense que petit à petit, ça va monter en régime et l'équipe va commencer à atteindre sa plénitude. Logiquement, vu le travail foncier qui a été fait, c'est vers les 8e, quarts de finale. Donc d'abord sortir du groupe, évidemment, qui sera l'objectif, et puis après rêver à remporter sa CAN, parce que je peux vous dire qu'Hervé Renard, il n'y a qu'une seule chose qu'il veut faire, c'est de remporter cette CAN. Ne pas trop s'inquiéter, ne pas surinterpréter, à mon avis, les résultats des matchs amicaux, et puis après, voir comment ça va se passer. Voilà, ne pas s'inquiéter, ne pas surinterpréter ces deux déconvenus. Alors, moi, c'est très rare où je suis en désaccord avec Hervé, notamment sur le foot africain, mais je pense que là, je trouve qu'il minore un petit peu ce qu'on a pu voir sur les 2 matchs, notamment sur le second. Parce qu'autant, effectivement, le premier, on peut estimer que Renard a fait beaucoup d'essais, Amar va à droite, même si on savait que ça ne marchait pas. Bref, il y a eu une équipe changée à la mi-temps. Autant sur le second match contre la Zambie dimanche dernier, on a quand même eu plus ou moins l'équipe à 90% qui devrait rentrer, à part peut-être un Mzaraoui à la place du Dira, mais j'y crois pas. Maintenant, là où je veux quand même appuyer le trait, c'est sur les forces
ou du moins ce qu'on nous a longtemps vendu comme étant la force du Maroc pendant très longtemps, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui est quand même la charnière défensive. C'est qu'avant, on prenait peu de buts, alors que maintenant, on en quand même prend 3 contre la Zambie, à domicile, qui vient de se faire étrier par la Côte d'Ivoire, 4 buts à 1. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, futur adversaire du Maroc, exactement. Donc, il n'y a peut-être aucune conclusion à tirer, mais on peut. Dire que voilà, on a peut en déjà tirer. perdu le match On contre peut la en Côte tirer d'Ivoire. aucune conclusion, mais on peut avoir on peut quand même avoir quelques enseignements. C'est des repères. Maintenant, voilà, c'est des repères. Maintenant, je trouve quand même que dans l'esprit, dans l'engagement, dans la prestation, il y a très honnêtement, et ça, c'est pas faire offense à cette équipe nationale, de dire qu'on peut être véritablement inquiet parce que rien ne marche. On voit que derrière, ça a beaucoup flotté. Mais rien ne Non, marche. non, mais Ce qui est véritablement. encore plus inquiétant, au-delà des automatismes et tout, mais c'est de la fraîcheur physique Mais de joueurs d'une importance capitale. Rien ne marche, effectivement. Et d'un Rien ne secteur marche. aussi C'est ce que je disais, capital physiquement, rien n'a marché. que la défense. Au niveau de la défense, rien n'a marché. Au niveau de l'animation offensive, très honnêtement, tu as les Ziyech, je crois qu'on n'arrive pas au cage du gardien zambien. C'était des frappes de loin, un péno, mais très peu de combinaisons. Donc oui, effectivement, peut-être que les matchs amicaux ne veulent rien dire, mais ils donnent des indications. Et les indications qu'on a aujourd'hui, ou du moins à 4-5 jours de la compétition, c'est que cette équipe nationale est beaucoup moins affûtée qu'elle l'a été en Coupe du Monde et qu'elle n'est clairement pas prête aujourd'hui à jouer les premiers rôles. Certes, elle sortira des poules parce qu'aujourd'hui, la configuration de la CAN à 24 fait que, sauf accident, tu sors de la poule. Mais après, je pense aujourd'hui qu'on est en droit de s'attendre un peu plus. Pas aussi évident que ça. Oui, mais on peut dire que c'est plus qu'il y a- facile. Tu sais pourquoi Aujourd'hui, Parce qu'il y a 3 grandes nations, on va dire, de football. Si tu fais des matchs nuls avec la Côte d'Ivoire, c'est un bon résultat, dans l'absolu. Mais tu fais un match qu'on en a eu, Voilà. effectivement. Après, avec 3 points, tu passes On pas. peut estimer que c'est quand même plus facile aujourd'hui à 24 que ça l'était à 16. Maintenant, sur ce qu'on a pu voir, je suis désolé, le théoricien le plus intelligent pourra m'expliquer ce qu'il veut. Honnêtement, ça prépare l'optimisme. Voilà, moi j'ai juste. Ce que dit Amine, je suis, disons, d'accord, mais j'ai envie de rajouter un point que je trouve inquiétant par rapport à ce que dit Hervé Penaud. Hervé Penaud nous dit Renard. Il est là pour la gagner. Oui, bien sûr, il est là pour la gagner, ça, pas de doute. Non, il dit Hervé Renard, il ne faut pas surinterpréter le résultat, et on n'est pas dans une logique où le score est très important, sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a eu la défaite contre la Gambie. On parle pas du score, nous. Non, mais je parle du score parce que moi j'ai vu la réaction qu'ils ont eue lors du pénalty sifflé contre la Zambie. Ils sont venus réclamer un rouge pour le défenseur zambien qui était le dernier défenseur. C'est vrai. On aurait pu donner le rouge, mais c'est très rare de demander un rouge dans un match amical. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ce que tu as gagné toi, c'est d'avoir 11 joueurs devant toi, pas d'avoir 10 joueurs devant toi. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir Renard également s'énerver sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une équipe sous pression et le score était important. Mais pourquoi ils sont sous pression? C'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière. Le score est sous pression. La défaite contre la Gambie Oui, les amis sous pression. a mis tout de suite cette équipe du Maroc. Deuxième, sous pression. il y a- Autre juste par image, rapport au point franchement, relevé par autre image qui Hervé, était un plus peu que ça. bizarre, Amine, celle des joueurs marocains qui sont allés reprocher aux Zambiens d'avoir marqué ce but. Parce qu'en fait, Il y avait un joueur à terre, effectivement. Mais non, il n'y avait pas de joueur à terre. on Mais peut il y avait estimer- pas. si, il y avait Saïs qui était blessé, mais moi, à la rigueur, Il était blessé et qui est sorti. Bien sûr, mais c'est un détail. Mais là, Reda, quand il soulève effectivement cette histoire de tension qu'on a de la part des joueurs de Melaté en particulier, puis de Renard derrière, qui n'avait pas lieu d'être, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit tant la défaite contre la Gambie au premier match que de l'ensemble des prestations sur les 2 matchs. Je pense que Renard est un monsieur qui connaît le foot très bien. Il a gagné 2 CAN, il le connaît certainement bien mieux que nous. C'est pour ça qu'il est là où nous sommes nous. Mais très honnêtement, je pense que le mec est assez lucide pour voir que ce qu'il produit, ou du moins ce qu'on équipe produit contre 2 équipes qui ne sont pas des foudres de guerre, et à domicile, aujourd'hui, sera difficilement convertible pendant la compétition. Ouais. Et je crois qu'au-delà du résultat en soi, c'est plus la frustration qu'il a de voir qu'on n'arrive pas à développer de jeu, qu'on est très friable derrière, que honnêtement rien ne marche, et que même ces choix vont être mis à... on va en parler. Justement, et des même fois, les choix aujourd'hui. Là où on pêche par nos anciennes qualités, parce que on parle de friabilité défensive, mais bon, autant je ne suis pas convaincu par la charnière centrale, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je suis en même temps, si je veux être juste, et pas surchargé d'accabler de critiques les mêmes personnes, on était connus pour une solidarité défensive. On était connus pour une vraie mobilisation de tous les joueurs, les 11, pour donner... D'ailleurs, on a joué une CAN il y a 2 ans, en 2017, où on rigolait en disant on est un peu comme Stoke City, c'est-à-dire, voilà, c'était des contres, et derrière... Pressing haut, et pressing haut, et derrière, une équipe très dure à débattre.
On a perdu ça, et pour moi, on n'a pas perdu ça uniquement à cause des centraux, on a perdu ça parce que les 11 défendent moins. Voilà. Et c'est des petits gestes que Renard sait très bien demander à ses joueurs et qu'il obtient en général, et qu'il a obtenu, et dont j'ai l'impression que sur les derniers matchs, il n'obtient plus. Les replacements défensifs, la première ligne, les deux replacements défensifs, la deuxième ligne. Mais est-ce que. Voilà. Pourquoi Amrabat est revenu? Moi, je vais te le dire pourquoi Amrabat est revenu. Parce qu'il a des doutes sur sa technique. Amrabat, c'est parce que ce bonhomme-là est toujours à 120%, et il va faire tous les replacements qu'il faut. Voilà. Il faut se poser la question de savoir ce que faisait celui qui était à sa place dans le premier. Il est là. Le problème de la solidité défensive, pour moi, il est très, j'ai envie de dire, il est très révélateur de l'état de solidarité et de mobilisation de l'équipe. Mais est-ce que, voilà, c'est ce que je voulais dire, Reda. Parce qu'il faut parler aussi, et j'ai beaucoup insisté sur ça, sur la fraîcheur physique. Mais c'est un élément et pour moi, elle capital. Elle est matérialisée dans les choix tactiques, normalement, et le style de jeu de cette équipe. Parce que tu peux avoir un style de jeu, mais ça ne marche pas avec tout le monde, et ça ne marche pas avec tous les Ce que tu dis très juste, et pour moi, il est matérialisé par 3 joueurs qu'on pourrait aisément nommer. Un, c'est Girard. Le Girard, je suis désolé, le Girard d'aujourd'hui, physiquement, n'est plus le Girard d'il y a 1 an, voire 1 an et demi. Benatia, à la rigueur, on va dire que c'est la centrale. Pour peu que tu défendes de manière basse, t'as pas, effectivement, Benatia n'a jamais été un foudre de guerre au niveau de la rapidité d'exécution. Mais c'est un garçon qui savait se placer, il a l'expérience. Après, si avec une défense basse, t'as pas besoin d'un garçon qui soit. Ça n'a jamais été quelqu'un de très rapide. Maintenant, on a quand même eu, pendant très longtemps, des latéraux, notamment Girard, qui faisait beaucoup d'abattage, qui ne peut plus faire. On l'a bien vu sur 2-3 actions zambiennes. C'était un monsieur de 60 ans qui cavalait un gamin de 17 ans. Et tu as aussi ça s'explique un peu. Oui, bien sûr. On peut vois un petit peu sa saison. Et tu as aussi la paire de récupérateurs qui sont Ahmadi et Belhanda. Donc il y a toujours un garçon qui est toujours prêt à dégoupiller, énervé comme jamais, on dirait qu'il s'est fait insulter pendant tout le match, qui est prêt à prendre le rouge. Et Belhanda, c'est le nqash local. Honnêtement, c'est international. C'est le nqash. Oui, c'est le nqash international, c'est le nqash. Le Belhanda local. Et surtout, Ahmadi qui a quasiment perdu son football, et on le voit juste, pour moi, une chose qui est révélatrice, c'est les contrôles de ballon. Sur le premier contrôle, quand tu as plus de fraîcheur physique, cette lucidité, ton premier contrôle, 3/4 des ballons sont perdus. Et très vite récupéré par des hommes qui plongent beaucoup plus vite et qui nous mettent tout le temps en difficulté. Ce qui me dérange, c'est très difficile. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça me dérange ce que tu dis. Je veux dire pourquoi ça me dérange. Ça me dérange parce que ça fait 1 an qu'on le dit, qu'on a des doutes sur l'état physique. Donc il n'y a rien de nouveau. Voilà, on est juste en train de vérifier un peu ce que tout le monde soupçonnait. Mais intimement lié au choix de carrière des joueurs, parce qu'à un moment ou à un autre, il fallait dire c'est bon, c'est l'âge, c'est le choix de carrière. À un moment donné, voilà, la compétitivité. C'est pas seulement leur choix de carrière, ce sont des joueurs en fin de carrière qui ont une exposition en 2018 énorme en Coupe du Monde, qu'ils ont monnayé, et c'est légitime, dans des championnats qui leur donnaient, qui maximisaient leur revenu. C'est tout à fait légitime. Ce qu'il est un peu moins, c'est de maintenir ces joueurs après le cycle Coupe du Monde. Mais ça, on revient au débat éternel qu'on a eu toute l'année. Pour moi, on n'avait pas, en 7 ou 8 matchs, une année, les moyens, le temps, l'énergie, ou même l'ambition de révolutionner ce groupe. On a fait un pari, Renard a fait un pari. Tu avais le choix de le faire. Aujourd'hui, tu as l'obligation. Non, ben si. Après la Coupe du Monde, tu aurais pu choisir de le faire ou pas le faire. Après la Coupe d'Afrique, tu n'as pas le choix de le faire ou pas le faire. Tu dois le faire. Voilà, tu dois le faire. Probablement avec un nouveau sélectionneur d'ailleurs. Oui. Je ne pense pas que Ahmadi restera. Je pense que Aïd Ben Nasser est en train de. Voilà. Sur Belhanda, c'est à peu près le même problème depuis 5 ou 6 ans. Belhanda, il est intouchable. Oui. Non, mais la nervosité de Belhanda est connue. Même contre la Hollande à Agadir, il a réussi à. Il a dégoupillé, effectivement. À dégoupiller, voilà. Je me suis même demandé sur Internet, chercher s'il y avait des contentieux cachés, parce que je savais pas. Quand on s'énerve comme ça dans un match amical face à la Gambie, c'est inquiétant. Voilà. Alors maintenant, depuis maintenant, avant 2012, 2010, 2011, ça a toujours été le cas. C'est pas une fin. D'ailleurs, on va poursuivre dans la seconde partie. Je n'ai de souvenir que d'énervement et de gestes déplacés. Franchement. Je suis l'équipe du Maroc depuis des années. C'est lui qui allume la mèche contre la Gambie. Après exactement. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs, en tout cas, de performances, de buts de notre ami Belhanda. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie. Le club, à tout de suite. Bienvenue, les amis, dans cette seconde partie de club, comme me l'a bien soufflé mon très cher Amin Rahmouni. Bien entendu, il fallait faire le lien avec Belhanda et le sujet qui suit, c'est-à-dire l'affaire Hamdallah, qui a occupé et perturbé un peu cette concentration, cette préparation de l'équipe du Maroc. Il y a eu plein d'incidents et Reda Allali
c'est beaucoup documenté sur cette histoire, Reda. Non, bon, on va résumer les faits. Abdelhamdallah traîne un ressenti négatif avec l'équipe nationale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2012. Déjà, la sélection de Pim Verbeek était partie aux Jeux Olympiques sans lui, alors qu'il estimait avoir sa place et il avait fait de bonnes phases C'est éliminatoires. lui qui l'avait qualifié. Oui, voilà, c'est ça. Et donc il y avait eu ce sentiment d'injustice. Il a été aggravé, en particulier en 2018, où il pensait avoir sa place dans les 23 Marocains. Cette année, donc, il est arrivé jusqu'à à refuser la sélection en invoquant un prétexte familial. Et même avant, Reda, quand on faisait appel à lui, ça ne marchait pas. Non, mais ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Ça ne marchait pas, premièrement, à part que peut-être techniquement ça ne marche pas, ça on ne le saura jamais. Je ne pense pas qu'il revienne. Mais ça ne marchait pas aussi parce que le bonhomme n'est absolument pas en confiance. Ce que je disais la semaine dernière. Moi, c'est la deuxième mi-temps, j'ai vu Alhamdoulilah a été tétanisé, terrorisé. Voilà, on a l'impression. Alors, voilà. tout ce qu'il ne faut pas pour un avant-centre et un gardien de but, les deux postes. Donc, pour terminer, il y a eu un certain nombre d'incidents qui sont passés dans la semaine d'avant ce match contre la Gambie, qui l'ont persuadé qu'il n'était pas le bienvenu dans le groupe. Et notamment une bagarre avec Belhanda. Une bagarre avec qui, Belhanda. Non seulement il se bagarre avec les adversaires, mais aussi avec les coéquipiers. Bagarre avec Belhanda. Déception sur son statut de remplaçant, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Boutrieb était préféré à lui. Déception également de voir que quand il rentre sur le terrain pour former la doublette de Nasr Saoudi avec Amrabat est arrière droit, donc ça casse complètement la doublette. Bon, beaucoup de frustration également sur les placements qu'on lui demande. Bon, le statut qu'il a trouvé n'était pas le statut. Il a développé l'idée, à tort ou à raison, moi je traduis qu'il n'allait rien donner dans ce groupe. Voilà. Ensuite, il y a eu... Et à la fin, Reda, on doit le dire aussi, une décision stupide de quitter la une décision très stupide et très préjudiciable parce que... et après, les réseaux sociaux, les fameux réseaux sociaux. Une décision stupide sur laquelle... qui évidemment laisse l'équipe nationale dans la difficulté. Bon, après, remplacé par remplacé. Après, même la gestion de la fédération sur ce cas, il est blessé, il n'est pas blessé. Bon, c'était un peu cafou. C'était un fameux communiqué. C'était un cafouillage chaotique. Mais ce que je veux dire, moi, c'est la chose suivante. Belhanda, Amrabat et Hamdallah. Hamdallah est parti. Hamdallah a fait un claquage de porte. A fait une ta'arabt. Ah, Il n'est plus là. Non, c'est pas une Par contre, le problème dont il a souffert et sur lequel il a très mal réagi est toujours là. Oui. Voilà. Parce que, c'est ce que je disais la semaine dernière, de temps en temps, on a... Mais jugeons d'abord les faits. Reda. Tu parles beaucoup des vidéos, des réseaux sociaux, ce qu'il a posté juste après en train de s'entraîner, de faire même s'entraîner à un combat de boxe, la réaction aussi de Fajr et de Dirar. Je ne les mets pas sur le même plan. Je vais te dire pourquoi je ne les mets pas sur le même plan. Franchement... Non, c'est pas terrible. Ouais. Mais moi, je ne les mets pas sur le même plan, pour une raison bien simple. C'est que Hamdallah est parti, Fajr est toujours là. Ouais. C'est-à-dire, Hamdallah, pour moi, son histoire en équipe nationale, c'est pas écrite, ça arrive, il y a des histoires comme ça, et à la limite, c'est presque pas le sujet, puisqu'on parle de la CAN, il n'y sera pas. Ouais. Par contre, quand je vois le niveau de maturité de la doublette d'Ira Al-Fajr, qui nargue comme ça un joueur qui est parti, et qui crée d'ailleurs une ambiance exécrable dans le match contre la Zambie, c'est la première fois de mon souvenir. Je pense, Reda, la réaction du public a été accentuée par la vidéo. Mais évidemment. Des brisbee pour un penalty, je le tire, tu le tires. Ouais. On connaît ça passe en 20 minutes. Limite Reda, c'est pas le problème de Faisal Fajr. Parce que Faisal Fajr, il obéit aux instructions d'un monsieur qui est l'entraîneur, qui a dit c'est toi qui tires. Ça fait des années que nous, alors nous on ne se limite pas à regarder les matchs, à venir parler sur ce plateau. On a contacts. On a des contacts avec des joueurs. Tu veux dire que c'est un véritable travail que d'être consultant. Ouais, il y a pire. C'est pas la mine non plus. Mais très souvent, on a la parole de joueurs qui nous est rapportée, qui ne veulent pas assumer en public et qui nous traduisent des petites difficultés, des brimades, un groupe qui exerce une autorité de façon un peu excessive, voire ça peut aller jusqu'à... Voilà, ça existe dans tous les groupes. Le problème, il est où toutes les sélections, toutes les équipes, tous les groupes d'individus ont des leaders et des suiveurs. Le problème, il est quand celui qui a un statut de leader en abuse ou n'est pas validé par une qualité technique. Quand le leader est techniquement très fort et qui devient l'autorité est naturelle. Ouais. Maradona 86, il faisait l'équipe. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord. Fais l'équipe. Avec qui tu veux jouer. Messi aujourd'hui. Voilà. Liverpool cherche un défenseur central. Bien sûr, ils vont demander l'avis de Van Dijk. C'est évident. Mon gars, avec qui tu veux jouer à côté de toi, il est fort. Le problème, il est quand le statut de leader dans le vestiaire et un peu de faiseur et de défaiseur de statut n'est pas validé
techniquement, ou bien il est dans une situation... Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ce qu'on entend sans arrêt, nous, en off, et c'est ce que l'affaire Hamdallah, que je ne voudrais pas limiter à Hamdallah parce qu'il n'est plus là, permet de voir, c'est ce que je disais la semaine dernière, où tu as un peu un rideau qui s'ouvre, et tu vois un peu l'arrière, la cuisine, tu vois. Tu as une fête, on te dit il y a des problèmes, et là tu as vu la cuisine. Ah, d'accord. Alors, pour moi, ce que j'ai vu de Fajr et ce que j'ai vu dimanche, c'est-à-dire l'acharnement du public marocain, c'est un joueur de l'équipe du Maroc, je ne l'avais jamais vu. J'ai eu des broncas, on a connu des broncas, mais collectifs. Mais des broncas sur l'équipe. Voilà, là c'était dur, quoi. Amine. Et le bonhomme le vit très mal, je te le dis. Alhamdoulilah a très mal agi cette affaire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Maintenant, Reda a soulevé un point qu'il a abandonné très très vite et qui pourrait être encore plus important parce qu'il met la lumière, ou du moins à nu, ce qu'on a longtemps reproché à l'équipe nationale et qui a trouvé son point d'orgue ou son aboutissement avec l'affaire Alhamdoulilah. On a pensé, peut-être pendant un an ou deux... Avant, Amine, excuse-moi de t'avoir interrompu, avec aussi la génération Chemar. Bien sûr. Mais voilà, c'est le socle qui bloque. Voilà, exactement. Mais ça dure depuis maintenant, depuis 2000, mais sauf que la différence, 2005. Juste la différence entre les deux situations, c'est qu'il y avait ce groupe, il y avait un groupe de botolistes professionnels, mais après Botola, mais ils étaient nombreux. Et 5 ou 6. Mais non, alors on ne s'est pas compris. Moi, je ne veux pas aller sur ce modèle botoliste locaux. Moi, je vais sur le modèle aujourd'hui, comment est goupillée cette équipe nationale. À l'intérieur, il a fallu une déflagration, alhamdoulilah, pour le mettre davantage à nu. Mais le problème, c'est qu'on avait longtemps pensé que Renard l'avait résolu. Mais il l'avait résolu. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, pour moi, c'est plus grave. Donc, pourquoi c'est plus grave? C'est que si ça revient comme une tumeur, c'est que le mal est beaucoup plus profond qu'on le pense. Ou alors, les amis. Et pour moi, c'est là où c'est grave. Et c'est là où, et je vais le dire en une phrase et je finis, oui. je vous ai coupé tout à l'heure. Et c'est là, pour moi, d'où vient la faillite de la fédération. Alors, je pose cette question également par rapport à la fédération. Alors, Renard avait réglé ce problème. Ou avait semblé le régler. Non, il avait réglé. Non, on ne sait pas, la preuve que non. Ou alors, dans ce cas particulier de Hamdallah, sachant que lui n'était pas convaincu par le bonhomme pour X raisons et qu'il était plus ou moins obligé de faire appel à ce joueur, sachant cette, on va dire, animosité même du big boss par rapport à Hamdallah, ça n'aidait pas beaucoup à l'intégration du joueur, parce que l'intégration du groupe, que le groupe t'ouvre les portes, que le groupe t'aide à t'intégrer, c'est une chose, mais que aussi tout l'entourage, toute l'équipe, c'est-à-dire surtout le staff technique, pousse à ce que tu sois intégré. Et je pense que c'est que là aussi qu'on n'a pas vu beaucoup en tout cas d'enthousiasme pour rester poli. Pour deux raisons, par rapport à ce que j'ai dit, pour deux raisons. Un, c'est que maintenant, on sait très clairement que Renard n'a jamais véritablement voulu de Hamdallah. Véritablement, parce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il appelait limite sous une pression populaire parce que les gars marquent but sur but. Parce que des problèmes, des chamaillades entre deux coéquipiers, ça existe, mais ils sont réglés. Et deux, on peut aussi estimer que du côté de la Fédé, encore une fois, ça reste, on l'estime parce qu'on n'a pas eu de communication officielle, on a peut-être toujours pensé que Hamdallah avait pas un comportement, mais un caractère qui n'était pas forcément compatible avec le mode opératoire actuellement autour de l'équipe nationale. Et c'est pour ça que je parle de phénomènes encore plus graves que ce qu'on pensait. On a l'impression qu'il y a un mode opératoire aujourd'hui qui régit l'équipe nationale, où si tu es soluble dans ce modèle-là, marhababik, si tu n'es pas soluble, malgré que tu sois hyper performant ailleurs, tu ne trouveras toujours ta place. Alors je vais dire deux choses. Tu ne trouveras jamais ta place, pardon. Deux choses rapidement. Le premier problème qui est venu et qui a ravivé la question, botoliste, pas professionnel, expatrié, enfin bref, vous avez compris, n'est pas l'affaire Hamdallah, c'est la liste de Renard. Voilà. Il y a une question qui est légitime, qu'on ne va pas régler aujourd'hui, mais qui a été posée par des gens qui sont respectables et qui ont raison de poser sans ostracisme, racisme ou discrimination. Pourquoi nos clubs marocains arrivent à jouer des Coupes d'Afrique jusqu'au dans les derniers carrés et ils n'arrivent pas à placer des joueurs contre les joueurs qu'ils ont affrontés contre Ahli ou Tsaraji et compagnie. Ils sont en face et nous on en ramène d'autres. Et voilà. Alors, ce que me disait un joueur du Wydad que j'ai accueilli sur ce plateau dimanche dernier. Et c'est une question l'Afrique du Sud, c'est 7 joueurs titulaires de Sundowns qu'on a battus 4 fois ces 5 dernières années. Voilà, exactement. 4 fois ces 5 dernières années, c'est le WAC. Non mais voilà, il y a eu le WAC Sundowns 2010. Hein. Voilà, exactement. En demi-finale, en poule et en quart de finale. Voilà. Donc la question est légitime. Personne n'a pu apporter une réponse convaincante, donc elle va ressurgir. Donc ce n'est pas quand Renard et cette question-là est à la base de l'affaire Hamdallah. Donc point 1.
Point 2, ce n'est pas la pression populaire qui ramène Hamdallah. Hamdallah, il a un poste qui est simple à juger, c'est le nombre de buts. Ce bonhomme a marqué des buts partout. Donc, 43. Voilà, on n'est pas non plus dans un choix extraordinaire. On n'a pas Batistuta, le vrai Ronaldo, le deuxième Ronaldo, Eto'o et Romario. Eto'o, Drogba et Romario. Donc voilà. Troisièmement, moi je veux bien il est possible. Il a toujours marqué autant, on l'a très rarement vu en équipe nationale. Donc aujourd'hui, non, on peut mais postuler que l'année exceptionnelle qu'il fait aujourd'hui, il impose limite à Ronaldo. Excusez-moi, troisièmement, je suis surpris qu'on le présente comme quelqu'un qui est un souk dans un groupe. Il s'est inséré dans des groupes très compliqués. Quand on parle de SFI et qu'on arrive en Norvège, je peux te garantir que c'est pas facile. Et qu'après, on va faire un tour en Chine. Alors, après, quand tu vas en Chine et qu'à chaque fois Tu es meilleur buteur. tu es meilleur buteur et tu fais gagner de l'argent à ton club, c'est un sport collectif. C'est que les choses se passent bien. Alors on va trouver toujours un incident à droite et à gauche, on peut en trouver pour tous les joueurs. Hein? Il y en a beaucoup des incidents. Ah, pour tous les joueurs. Hein. Tu vas chercher dans la carrière de n'importe qui est sur le terrain, tu vas en trouver autant. Mais on ne va pas faire cet effort-là parce qu'il est réservé à certains joueurs. Troisièmement, l'effort qu'a fait la fédération, c'est ce que disait, pour par exemple quelqu'un qui aussi n'a pas voulu venir parce qu'il n'était pas content de son statut. C'est ça. Voilà, quand on part Ça, avec le capitaine à Amsterdam. Il n'a pas voulu venir il y a quelques semaines. Voilà. Hein. Alhamdoulilah, normalement. Mais Ben Atia, même Ben Atia, tout Ben Atia. Alors là, si tu sors le dossier Ben Atia. Même Ben Atia qui a démissionné 3 fois d'équipe nationale en 2 ans. Et notamment, C'est moi, énorme. franchement, pour moi, ça restera l'une Et des. Ziyech, je parlais de Ziyech au début. Quand quelqu'un abandonne, quand le On connaît capitaine. les relations de Ziyech Alors, avec cette équipe nationale aussi. Quand le capitaine du navire te laisse en pleine galère en Coupe du Monde, pour moi, Deux fois en là, éliminatoire. en Coupe du Monde, 2 fois en Coupe du Monde. là en phase finale de Coupe du Monde. et en C'est pas du nombrilisme. Excuse-moi, C'est pas du nombrilisme, excuse-moi, mais tout ce que vous dites, excuse-moi juste une phrase, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, à corroborer ce qu'on dit en fait, c'est qu'il y a un gros malaise aujourd'hui au sein de l'équipe nationale et que cet abcès-là n'a jamais été crevé, malgré qu'on ait pensé que Renard l'avait réglé. Et moi je pense, c'est ce que je dis en fait. moi je pense, il a fallu qu'on aujourd'hui a raté que l'occasion de faire la révolution, en tout cas la révolution de ce groupe, juste après la Coupe du Monde. Oui, mais qu'aujourd'hui, tu le savais pas juste après la Coupe du Monde. On va Tu le le savais payer pas. cher. Mais Non, si, aujourd'hui, mais si, aujourd'hui, je savais, aujourd'hui, tu as la Coupe du Monde, l'effectif. on a eu 400 000 fois ce débat-là. Tu as l'une des équipes, je pense la deuxième équipe la plus vieille de la CAN. Et tu as des joueurs dans l'ossature jouent dans les pays du Golfe. Tu as eu ce débat-là au lendemain de la Coupe du Monde, on l'a eu ensemble. On a eu, à aucun moment on a pu trancher. On a eu ce débat-là, mais on n'a eu aucune certitude. Là, Aucune. Maintenant, là, on fait un petit cadeau à ces joueurs qui ont tant donné à l'équipe nationale, tant mieux. On a misé sur une continuité qui, la veille d'une CAN, après on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'est pas impossible que Renard lui-même soit déçu. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que lui-même se dit quoi? On est en Coupe du Monde, il a beaucoup souffert pour fabriquer un groupe. Moi, je mets le curseur il y a 1 an. J'ai souffert pour fabriquer un groupe, c'est des joueurs qui n'étaient pas très bien impliqués en sous-performance par rapport à leur talent. Il fabrique le groupe, il arrache une qualification à la Coupe du Monde que tout le Maroc attend depuis 20 ans. Voilà, ça se passe comme ça se passe là-bas. Mais attention, et il se dit quoi? Il se dit, je n'ai pas ni le temps, l'énergie, et la possibilité de repartir de zéro. On va demander à ces gars-là. C'est très important. Comment? Ou les hommes. Non. Il te dit. Il se Ou dit. les hommes. Il se dit, je leur propose un dernier challenge. Ou les hommes. Ils y forcent. J'ai pas aujourd'hui meilleur que ces gens-là. Ou, sauf Hamdallah. il y a un autre élément, ou l'envie, sachant que lui aussi il est partant. Non, mais lui, il a envie. Moi, je pense qu'il a envie. Je pense qu'il est très frustré. Je pense que sa colère, son absence, par exemple, de déclaration, son absence de déclaration lors du match contre la Zambie le prouve. Il est en situation de frustration parce que, effectivement, moi, j'ai aucun doute sur sa volonté à lui de s'imposer parce que c'est quand même phénoménal s'il gagne une 3e Coupe d'Afrique. C'est quelqu'un qui est connu pour ça, qui a fait toute sa réputation et son aura sur ce succès dans le continent. De toute façon, on collectionne les entraîneurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique avant de venir chez nous. Ouais. Mais pas avec nous. Ouais. C'est juste un petit problème de timing. Voilà. Il prend son téléphone. Certainement. Il prend son téléphone. Il appelle les joueurs. Il dit les gars, voilà, 12 mois. Est-ce qu'on y va? Oui. Et là, il voit que peut-être c'est pas possible. Mais bon, moi je crois, pour être positif, parce que j'ai toujours un petit peu d'espoir. Je pense, pour regarder un peu le côté clair de la lune au lieu de regarder le côté obscur, c'est un groupe qui a comme caractéristique, quand tu regardes ce qui s'en dégage en termes de communication collective, un désir de revanche très puissant. Voilà. Ils adorent faire taire les gens. Voilà. Je pense que Renard va baser là-dessus. Personne ne vous attend. Un discours un peu revanchard. Mourinho le fait très bien. Renard peut le faire. Il va le faire. Voilà, va le faire. Personne ne vous attend. Tout le monde vous a été sifflé. Montrez-leur. On a vu les causeries de Renard parfois filmées, etc. Ça peut ressembler à ça. Ça peut marcher. Voilà, ça peut marcher. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce que techniquement, c'est vrai que c'est un peu poussif. Amine, ça peut marcher. Ça peut, on ne sait pas, mais on aimerait.
Ouais, honnêtement, oui, non, mais c'est vrai, on ne sait pas. Bien sûr qu'on aimerait, C'est ça. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'être critique avec cette équipe. Mais Alors, notre envie, c'est de venir sur ce plateau, de ramener ce trophée de la Coupe La d'Afrique critique, des c'est tout Nations. simple. Aujourd'hui, on peut se baser sur quoi? Sur ce qu'on a vu sur les Voilà. matchs récents. Et sur ce qu'on a pu voir, c'est pas glorieux. C'est même inquiétant. Maintenant, comme dit Reda, si on a un petit peu d'empathie pour cette équipe-là, pour peu qu'il y ait effectivement ce discours un petit peu basé sur la revanche, on peut se dire que ça peut le faire. Ça peut le faire jusqu'à quel point? Pour moi, aujourd'hui, peut-être pas gagner la CAN parce que tu n'y arrives pas depuis une dernière victoire en 76 et après plus rien. Et un quart laborieusement arraché il y a 2 ans jusqu'à la gagner. Mais aujourd'hui, si on peut refaire un quart, voire une demi, pour moi, c'est déjà avec ce groupe-là, tout de gagner. Moi, j'ai un ami qui m'a livré cette analyse et je vous la transmets parce qu'elle m'a convaincu. Je pense aussi que dans l'ambiance un peu lourde qui a traîné dans cette semaine, même la tension qu'il y a qu'il y a eu autour de la finale de la Ligue des Champions, ce problème tasse, pas tasse, il y a beaucoup de nerfs. Voilà. Il y a beaucoup de nerfs, ça manque de sérénité, le foot marocain dans sa globalité et ça ne se limite pas à l'équipe nationale. Voilà, on a l'impression que tout le monde est prêt à démarrer très vite, quoi. Allez, on va revenir, comme vous avez été sympa. On va aller revenir en Égypte, les amis. On revient en Égypte retrouver notre ami Fouad El-Hennaoui qui va évoquer maintenant. Il a été lui un peu surpris par le fait qu'il n'y a pas là, une grosse ambiance. On ne voit pas la CAN un petit peu partout dans les rues, les boulevards du Caire. Mais l'ambiance, on le sait très bien, sera au rendez-vous vendredi pour le match d'ouverture contre le Zimbabwe. Fouad El-Hennaoui, l'un de nos envoyés spéciaux au Caire. Fouad. Le public égyptien commence à s'intéresser à cette compétition, que ce soit dans les journaux, dans les chaînes sportives. Et on parle beaucoup de l'équipe du Maroc qu'on signale comme l'un des prétendants au titre. On parle beaucoup de Hakim Ziyech, qu'on surnomme comme la vedette du 11 marocain et qui sera, selon quelques commentateurs, l'une des vedettes qu'on va suivre tout au long de la compétition. Et pour cause, Hakim Ziyech a démontré cette saison tout le bien qu'on pense de lui avec son équipe, l'Ajax d'Amsterdam, en parcourant avec un bon parcours en Ligue des Champions, en arrivant en demi-finale. Hakim Ziyech qui a été vraiment la vedette la plus recherchée hier à l'arrivée de la sélection marocaine et même la presse égyptienne qui signale le Maroc comme l'un des prétendants au titre, comme une sélection comme le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria. Eh bien, on place le Maroc aussi parmi les favoris de cette CAN égyptienne. Alors les favoris justement de cette CAN égyptienne, merci beaucoup Fouad El-Hennaoui qui va suivre avec nous dans le club cette 32e édition de la CAN. On parle beaucoup, il paraît, j'ai vu ça un petit peu partout, des Lions de l'Atlas comme de véritables et de très sérieux prétendants au titre. Moi je pense également à la sélection égyptienne, la Côte d'Ivoire qui a dominé la Zambie 4-1 aujourd'hui. Quels sont vos favoris? Je donne d'abord la parole à Amine. Attention aussi peut-être, moi j'ai vu les derniers matchs de l'Algérie qui est un groupe, et notamment devant, fort sympathique. En général, quand la CAN se déroule dans cette région de l'Afrique, en général, c'est le pays organisateur. Donc l'Algérie en Algérie, la Tunisie en Tunisie, et très certainement mettra de par son statut l'Égypte, pas au Maroc en 88. Donc l'Égypte en Égypte par son statut. Maintenant, d'un point de vue strictement footballistique, parce que l'Égypte, finalement, c'est beaucoup aussi l'Eli, beaucoup Zemelik, mais bon, enfin, c'est qui n'ont pas eu. Oui, mais il n'y a pas tant que ça. Néné à Arsenal, bon, Mohamed Salah qui porte à lui seul son équipe. Mais enfin voilà, il y a Ziyech. Enfin bref, c'est pas non plus. Il est dans une toute autre forme que celle qu'on a vue lors de la Coupe du Monde. Maintenant, effectivement, voilà, l'ossature Eli Zemelik, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus en forme actuellement. Donc, mais par son statut dans le pays organisateur, on peut la poser parmi les principaux favoris. Maintenant, moi, je dirais, comme tu dis si bien, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, bien entendu. Parce que le Sénégal, qui est une vraie grosse équipe, bien solide, bien équilibrée, avec un Mané tout aussi fort que ça l'a cette année à Liverpool. Mais qui déçoit souvent. Parce que oui, souvent, mais peut-être que on a beaucoup parlé avec Moussa, c'est peut-être l'année du Sénégal, parce qu'il a toujours manqué, d'après Moussa, quelque chose à ce Sénégal-là, dans certaines lignes. Là, apparemment, ils ont une équipe beaucoup plus équilibrée qu'avant. Donc voilà, donc on peut placer honnêtement donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal parmi les favoris. L'Algérie, je pense qu'ils sont dans une même situation que nous, quoi, donc moyen.
Je suis surpris que mon ami Amine analyse l'Égypte en parlant du gunner Néné ou du joueur de Liverpool. Voilà, ils en ont gagné, je pense, énormément, sans le moindre pro. Et je pense même, j'ai du mal, j'ai regardé toutes les CAN, au moins les quarts, demi et finales de présentes éditions, et je me rappelle très peu d'exploits de stars du foot africain qui évoluent en Europe. On a vu Drogba venir, on a vu Eto'o passer par là, on a vu Hadj Diouf passer par là, on a vu dans une moindre mesure des joueurs qui étaient vraiment des Feindouno, etc. Et c'est très rare que ces joueurs aient été décisifs et porté leurs équipes jusqu'au sommet de l'Afrique. On a vu des... En tout cas, je ne dis pas qu'ils les ont tous perdus, ces cannes-là, ces joueurs-là énormes. Le Cameroun, l'an dernier, à la fin de l'année d'édition, ils les prennent qu'avec des pros. Alors le Cameroun, c'est un motif d'espoir pour l'équipe du Maroc. Parce que le Cameroun a fait une préparation chaotique. La moitié de l'équipe n'est pas venue. Mais l'autre moitié, ils sont partis avec les jeunes. Mais c'est Nkoulou et Boubacar, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que les professionnels qui évoluent en Europe ne servent à rien pour gagner. Je ne dis pas ça, je parle des vedettes, je parle des grands joueurs, je parle des stars. Tous les noms on a rarement vu en Coupe d'Afrique des Nations, genre un Maradona, un seul joueur qui gagne un trophée. Voilà. Et même, on l'a même jamais vu des stars décisives. Tu te rappelles, toi, d'un but extraordinaire de Drogba en demi-finale ou de Eto'o en finale? Non, on a vu des buts d'Aboutrika en pagaille, on a vu Boubacar, on a vu des pénaltys avec la Zambie, on a vu même pire, la Côte d'Ivoire réussir à gagner l'année où elle se sépare. De Didier Drogba. De Didier Drogba, qui est le bonhomme qui a quand même dominé le foot européen, en tout cas anglais, pendant les années à Chelsea. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça joue avec des grosses défenses, ça se gagne sur des détails, ça se gagne sur un esprit de groupe, un esprit de corps, et je vais même aller plus loin. La meilleure performance du Maroc des 20 ou 30 dernières années, c'est une finale de 2004, et qui est la star de cette équipe, un jeune joueur qui s'appelle Schmar, qui est notre numéro 9, qui n'est pas du tout une vedette à l'époque, qui d'ailleurs ne sera pas non plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de Ziyech dans cette équipe. Il n'y a pas de Ziyech dans cette équipe. Et voilà, il y a... C'est 2004. Non, il n'y a pas de Ziyech. Tu avais du Nibud, tu avais du Taulier quand même. C'est la défense. On dit la même chose. On dit la même chose. Il y avait des Taulier. Voilà, ça ne se joue pas sur les grosses stars offensives qui produisent du spectacle. Bon, je le regrette parce qu'ils vont avoir du spectacle, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que les blocs sont beaucoup plus importants que les stars que tu viens de citer, qui sont Mané, Salah. On peut rajouter Keita, qui n'est pas encore remis complètement avec la Guinée par rapport à sa blessure à Liverpool. Mais il y a des joueurs comme ça, et moi j'aimerais bien, sur ce beau terrain, puisque l'Égypte nous offre quand même un écrin plus intéressant que ce qu'on a eu les dernières éditions en termes d'environnement. Je parle des terrains, ils sont très beaux les terrains. J'aimerais bien que ces joueurs-là donnent le meilleur d'eux-mêmes sur cette CAN et avoir effectivement toutes les stars-là qui sont au maximum, Ziyech compris. Voilà, des beaux terrains, mais une température caniculaire. Un peu caniculaire. Le Maroc débute à 15h30. Je vous souhaite une bonne CAN, Amine et Reda. Je vous invite aussi à être beaucoup plus décontracté mercredi prochain. Short et tongs et torse nu. On a fait beaucoup de sport. Écran solaire. C'est la fin, mes amis, de cette édition de Club. Mille merci de l'avoir suivi. Merci également à Abdelrazak Boras, le réalisateur de Club ce soir, et à toute l'équipe technique. On se retrouve mercredi prochain. Ciao, ciao les amis.